La nouveauté dans le chapitre 2, c'est qu'on étudie simultanément plusieurs échantillons. Jusqu'à présent, pour le test des signes et le test de Wilcoxon, on avait un seul échantillon. Pour le test de Mann-Whitney, on avait 2 échantillons et on les comparait pour voir s'ils se ressemblaient. Simplement, si on a 3 échantillons, 4 échantillons ou plus, comment faire? Eh bien, c'est justement ce qu'on va apprendre dans ce chapitre 2. Alors tout de suite, pour rendre les choses plus concrètes, je vous conseille de regarder l'exemple que vous avez dans votre polycope à la page 15, donc l'exemple qui est présenté dans le petit tableau au milieu de la page 15. Donc là, vous avez 4 échantillons qu'on va comparer pour voir s'ils se ressemblent. Alors les individus, dans cet exemple, ce sont des éponges. Vous avez l'échantillon des éponges stocké 3 mois, un échantillon d'éponges stocké 6 mois, un autre échantillon stocké 12 mois et finalement un échantillon stocké 24 mois. Donc, tout de suite, là, bien prendre conscience de la différence d'échelle entre la notion d'échantillon et la notion de population. Là, vous avez des échantillons de très petite taille, seulement la taille 3. Donc, si on veut parler de la population des éponges stockées 3 mois, eh ben, il s'agit d'un ensemble bien plus vaste. Alors, pour visualiser, rendre les choses concrètes, imaginez que vous avez en stockage des conteneurs d'éponges, des grands conteneurs. Donc, chaque conteneur contient des milliers d'éponges. Donc vous avez un conteneur qui a été stocké 3 mois, un conteneur stocké 6 mois, un conteneur stocké 12 mois et un conteneur stocké 24 mois. Donc quand on parle, mettons, de la population des éponges stockées 3 mois, la population numéro 1, donc il s'agit du conteneur dans son intégralité. Et quand on parle d'échantillon, bah, c'est juste trois individus particuliers qui ont été prélevés dans ce conteneur. Donc on va comparer ces 4 populations pour voir si elles se ressemblent, pour voir s'il y a une différence significative entre elles. Alors une autre nouveauté dans ce chapitre 2, c'est qu'on étudie simultanément 2 caractères. Jusqu'à présent, on étudiait seulement un caractère. Là, on a 2 caractères qui interviennent simultanément. Donc les valeurs numériques là, qui sont stockées à l'intérieur du tableau, donc ce sont des mesures de l'hydrophilie, du pouvoir d'absorption des éponges. Et vous avez un deuxième caractère qui intervient, c'est la durée de stockage. 2 caractères qu'on va noter X et Y. Le caractère X, ça va être la durée de stockage. Et vous voyez que ce caractère, il ne peut prendre que 4 valeurs, 3 mois, 6 mois, 12 mois ou 24 mois. Tandis que Y, donc Y, ça va être l'hydrophilie des éponges. Là, c'est un caractère qui peut prendre une infinité de valeurs, une différence fondamentale entre X et Y. Alors une autre différence, c'est que le caractère Y, l'hydrophilie des éponges, c'est vraiment une vraie variable aléatoire. C'est-à-dire que les résultats dépendent du hasard. Quand vous prélevez une éponge, vous ne pouvez pas savoir à l'avance quelle valeur vous allez trouver pour son hydrophilie. Par contre, quand vous prélevez une éponge, vous savez dans quel conteneur vous avez prélevé votre éponge et donc supposons que ça soit inscrit sur chaque conteneur combien de temps il a été stocké. Donc vous savez tout de suite la valeur du caractère X pour cette éponge. C'est pour ça qu'on dit que le caractère X est contrôlé par l'expérimentateur. Donc X n'est pas du tout aléatoire, tandis que Y est aléatoire. Donc une différence de nature entre le caractère X et le caractère Y. Il y a une autre différence entre les caractères X et Y, c'est une différence au niveau des rôles joués par X et Y dans notre étude. Leurs rôles ne sont pas interchangeables. On va voir si X influence Y, si la durée de stockage a une influence sur l'hydrophilie et pas l'inverse. Donc le caractère X, on va l'appeler le facteur parce que c'est lui qui est censé influencer l'autre caractère et l'hydrophilie, on va l'appeler la réponse. L'idée, c'est que si on modifie le facteur X, la durée de stockage, ça va entraîner en réponse, en conséquence, une différence au niveau du caractère Y. Donc on se rend compte, une chose importante à noter, c'est que chaque valeur du facteur X détermine une population différente. Donc vous avez un caractère qui prend 4 valeurs différentes, donc vous avez 4 populations en parallèle, 4 populations qu'on va comparer pour voir s'il y a une différence entre elles. Donc vous avez 2 façons de formuler votre problème. Soit la question posée, c'est une comparaison entre les 4 populations, est-ce qu'il y a une différence entre ces populations ou pas? Ou bien sinon une formulation synonyme, c'est de dire est-ce que le facteur X exerce une influence sur Y? C'est-à-dire si on modifie la valeur du facteur X, c'est-à-dire si on change de population, est-ce que ça a des répercussions? Est-ce que ça entraîne des différences au niveau du caractère Y, l'hydrophilie des éponges?
Alors tout de suite, on va mettre en place quelques notations qu'on retrouve partout dans les formules. Alors il y a un paramètre i qu'il faut identifier dès le départ, donc c'est le nombre de valeurs différentes prises par le facteur x. Je répète, le facteur x ne prend qu'un nombre fini de valeurs, et ce nombre, donc on le note grand I. Donc dans l'exemple des éponges, ici, grand I sera égal à 4, mais on va exposer la théorie dans un cadre tout à fait général, et après, vous pourrez traiter un facteur avec un nombre quelconque de valeurs possibles. Donc chaque valeur du facteur détermine une population, donc grand I, c'est aussi le nombre de populations qu'on est en train de comparer. Et dans chaque population, vous avez prélevé un échantillon, donc grand I, c'est aussi le nombre d'échantillons présentés dans votre énoncé, et puis ces échantillons étaient présentés sous forme d'un tableau, un échantillon dans chaque colonne, donc grand I, c'est aussi le nombre de colonnes dans le tableau de l'énoncé. Donc grand J, ça sera la taille de chaque échantillon. Dans un premier temps, on suppose que tous les échantillons sont de même taille. On verra dans le chapitre suivant comment s'adapter à une situation où les échantillons n'auraient pas tous la même taille. Voilà, donc ici, la taille de l'échantillon, dans notre exemple, on a J égale 3. Alors le facteur X et la réponse Y, comme ce sont des caractères, on connaît la convention, il faut les noter avec des lettres majuscules. Et on réserve les lettres minuscules aux valeurs numériques mesurées dans l'expérience. Donc les résultats expérimentaux pour l'hydrophilie des éponges sont notés avec des Y minuscules, avec un système de double indice. Donc on se repère avec le premier indice I, c'est le numéro de la colonne, le numéro de la population où doit être extrait l'individu sur lequel vous effectuez une mesure. Donc si vous voulez, l'indice I, ça vous donne aussi la valeur du facteur X sur cet individu. Et le deuxième indice J, donc ça numérote l'individu à l'intérieur de son échantillon. Donc dans notre tableau, l'indice I, c'est le numéro de la colonne, puisqu'on a une colonne pour chaque valeur du facteur X. Et l'indice J, ça donne le numéro de la ligne dans ce tableau. Donc attention, c'est pas la même convention que celle qui a cours en algèbre. Je pense que vous avez en première année sans doute travaillé avec des matrices, et là c'était l'inverse. Le premier indice I, ça donnait le numéro de la ligne, tandis qu'ici en statistique, la convention c'est que le premier indice I, ça donne le numéro de la colonne. Voilà, donc grand I, chez nous 4 c'est le nombre de colonnes, et grand J le nombre de lignes. Donc les indices I et J, vous voyez quelle est la liste des valeurs possibles pour I et J. Donc petit I prend la valeur 1, 2, 3 jusqu'à grand I, et petit j peut prendre toutes les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à grand J. Et puis vous avez aussi l'effectif total, si vous voulez N, I fois J, donc dans notre cas c'est 12. Là c'est lorsqu'on mélange tous les individus sans les distinguer selon leur durée de stockage. Maintenant, le tableau de mesure expérimentale au milieu de la page 15 dans votre polycope, je l'ai recopié dans le plan de cours. Simplement, j'ai remplacé les valeurs numériques par les notations générales avec les lettres et les Y minuscules avec le système de double indice qui permet de repérer les individus dans leur échantillon. Pour chaque indice I, vous avez une colonne différente. Ça correspond à une valeur différente du facteur X. Et ça correspond à une population différente. Alors sur chaque échantillon, on va calculer la moyenne. Donc les moyennes, classiquement, on note ça avec une barre horizontale. Donc Y bar indice 1, c'est la moyenne pour l'échantillon 1, donc la moyenne sur les 3 nombres en bleu qui sont notés au-dessus. Pareil, vous aurez la moyenne Y2 bar, la moyenne de l'échantillon 2, Y3 bar, la moyenne de l'échantillon 3, Y4 bar, la moyenne de l'échantillon 4. Donc vous pourrez sans problème récupérer des valeurs numériques, les calculs se laissent faire sans aucune difficulté. Simplement à ce niveau-là, au niveau du mot moyenne, il ne faut jamais prononcer le mot moyenne tout court, il faut toujours bien préciser, est-ce que vous parlez de la moyenne de l'échantillon ou la moyenne de la population. Donc là, la moyenne de l'échantillon, on est en mesure de la calculer, on aura bien une valeur numérique, il n'y a pas de problème. Par contre, la moyenne de la population,
mettons la population numéro 1, le conteneur d'éponges qui a été stocké 3 mois, il contient des milliers d'éponges. S'il fallait mesurer l'hydrophilie de toutes ces éponges et puis calculer la moyenne là-dessus, ça serait pas faisable. Donc la moyenne de la population numéro 1, on n'aura pas accès à sa valeur numérique, hein. Donc c'est pour ça que souvent on parle de moyenne théorique pour la moyenne de la population totale, tandis qu'au niveau de l'échantillon, on parle de moyenne expérimentale, parce que là, on a accès à une valeur numérique. Et de la même façon, pour chaque échantillon, on va calculer la variance de l'échantillon. Pareil, ne confondez pas avec la variance de la population, hein, S carré 1. S carré indice 1, la variance de l'échantillon 1, on va arriver à la calculer numériquement, tandis que la variance de la population numéro 1, ça gardera une valeur inconnue, on parlera de variance théorique. Alors, quelles sont les formules permettant de calculer ces moyennes et ces variances? Alors, dans ce chapitre, très souvent, les gens me disent: «Ah, il y a plein de formules, on ne s'y retrouve pas, il y a des tonnes de formules différentes», alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a que 2 formules. Il y a une formule pour la moyenne et une formule pour la variance, rien de plus. Simplement, ces formules, ensuite, vous les appliquez sur des familles de nombres différentes. Alors, on va réviser ça rapidement. Donc, pour une famille de nombres, quelconque, donc j'ai pris des nombres A1, A2, AD, donc D c'est l'effectif de cette famille, le nombre de termes dans cette famille. La moyenne, ça c'est une formule que tout le monde connaît bien intuitivement. Il s'agit de faire la somme de tous ces termes et vous divisez par le nombre de termes D, et la moyenne, donc classiquement, elle se note avec une barre horizontale. Alors, un petit peu plus délicat peut-être la notion de variance. La formule de variance démarre comme la moyenne. Vous avez une somme divisé par le nombre de termes dans cette somme. Donc c'est une formule de moyenne. Simplement, au lieu de calculer cette moyenne sur les nombres AK, on calcule une moyenne sur d'autres nombres, qui sont représentés par ces carrés, et qui ont une interprétation graphique tout à fait concrète. Sur les 2 axes ci-dessous, je représente 2 familles de nombres symbolisées par les traits en rouge, et la moyenne est visualisée par le trait orange. Alors pour un nombre AK pris dans cette famille, pour un indice K fixé, la différence AK moins A bar, cette soustraction, représente la longueur du segment en jaune, c'est-à-dire la distance entre AK et la moyenne A bar. Alors il se trouve que les calculs se passent mieux si on considère les distances au carré, bon ça c'est un détail. Donc cette distance, elle va être grande si le nombre AK, il est loin de A bar. Et cette distance va être petite si le nombre AK est proche de A bar. Donc ce terme mesure la dispersion de AK par rapport à A bar. Donc là, on a mesuré cette dispersion juste sur un individu, et ensuite, en faisant la somme sur tous les indices K, on cumule toutes les dispersions à l'échelle de l'échantillon au complet. Donc la variance apparaît comme une moyenne de toutes ces dispersions. La variance, elle mesure la dispersion au sein de cette famille de nombres A1, A2, A3, AD. Elle regarde leur dispersion autour de leur moyenne A bar, et la variance, en fait, c'est une dispersion moyenne. Alors la motivation pour cette notion de variance, donc l'idée c'est au niveau d'une famille de nombres, au niveau d'un échantillon, plutôt que d'énumérer toutes les valeurs, on aimerait résumer l'information contenue dans cet échantillon avec juste 1 ou 2 paramètres. Alors si on résume la situation en donnant seulement la moyenne, ça ne suffit pas. Justement là vous avez 2 échantillons qui ont la même moyenne, et pourtant vous voyez bien qu'ils ont une structure très différente. Le premier échantillon il est très concentré, très regroupé autour de la moyenne A bar. Il a une petite dispersion, tandis que le deuxième échantillon, lui, il est très dispersé, très étalé autour de sa moyenne A bar. Donc au niveau de la moyenne, vous ne voyez pas de différence entre les 2 échantillons, tandis qu'avec la variance, on va pouvoir justement mesurer la dispersion de chaque échantillon. Le premier, il aura une petite dispersion, et le deuxième, une grande dispersion. Donc le premier échantillon aura une petite variance, et le deuxième échantillon aura une grande variance. Si on retient que la variance est une dispersion moyenne, on arrive à reconstruire assez facilement cette formule. Donc par exemple, pour obtenir la moyenne Y1 bar du premier échantillon et puis la variance de ce premier échantillon,
Donc on va travailler sur quelle famille de nombres? Sur les y, ij en bleu, là, dans cette première colonne, c'est-à-dire avec i fixé égal à 1. Il y a juste le deuxième indice j qui varie. Vous appliquez le schéma précédent. Donc le nombre de termes, c'est j. On a des échantillons qui sont tous de taille j. Les termes sur lesquels on va travailler, c'est les mesures du caractère y contenues dans cette colonne. Donc dans la première colonne, on a le premier échantillon, le premier indice i fixé à 1. Donc là, le deuxième indice, j'ai noté K au lieu de J, c'est pas un problème. Et ainsi, pour la moyenne, à bar, vous trouvez Y1 bar. Et en injectant cette moyenne Y1 bar ici dans la formule, à la place de AK, vous avez les Y1K, et bien vous écrivez comme ça votre définition de variance au niveau du premier échantillon. C'est exactement les formules que j'ai rappelées dans le plan de cours dans votre polycope pour pouvoir vous corriger à la page 16. Voilà, vous avez la moyenne pour chacun des 4 échantillons. Voilà, donc à vous de contrôler si vous trouvez bien les mêmes valeurs. Et vous avez aussi les variances là pour chacun de ces 4 échantillons. Vous avez tout pour vous corriger. Les calculs de variance dans le polycope utilisent la première formule, donc qui s'appelle aussi variance empirique ou variance naturelle, puisque cette variance fait intervenir une formule de moyenne. L'idée naturelle, quand on construit une formule de moyenne, c'est de diviser la somme par le nombre de termes dans cette somme. Ça ne viendrait pas à l'idée, naturellement, de diviser par autre chose. Alors néanmoins, dans la littérature, coexiste en parallèle une autre notion de variance, la variance corrigée, où on divise par le nombre de termes moins 1. Bon, après, dans la somme, l'écart et des dispersions, ceux-là, ils sont identiques, c'est juste le facteur devant la somme sigma qui est différent. Et c'est justement cette variance-là que vous affiche Minitab chaque fois que vous lui demandez de calculer une variance. Alors la motivation pour cette nouvelle notion, où on divise par le nombre de termes moins 1, quel peut être l'intérêt? Eh bien, ça rejoint justement les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure avec les notions de moyenne et de variance à l'échelle de la population totale. Donc, dans la population considérée, notons mu, la moyenne théorique de cette population. Donc, c'est un nombre inconnu, j'arriverai jamais à l'atteindre. Notons sigma carré, la variance de cette population. Donc, un nombre inconnu, on n'a pas moyen de l'atteindre. Donc attention aux notations, ne confondez pas. Donc on a mu pour la moyenne de la population et y bar pour la moyenne de l'échantillon. On a sigma carré pour la variance de la population et S carré pour la variance de l'échantillon. Une idée intuitive pour approcher ce nombre inconnu, mu, ça serait de prendre des échantillons de plus en plus grands. Et on se dit que les moyennes d'échantillons devraient finir par approcher le nombre mu. Et effectivement, quand on raisonne comme ça au niveau de la moyenne, l'intuition fonctionne bien. Alors on voudrait reprendre la même idée au niveau des variances. On se dit qu'en considérant de plus en plus d'échantillons, on devrait finir par pouvoir approcher la variance de la population totale. Alors si vous mettez en œuvre cette idée intuitive en travaillant avec les variances naturelles, ça va pas tout à fait bien fonctionner. C'est-à-dire que vous n'allez pas approcher exactement sigma carré. Bon, vous allez l'approcher, mais vous n'allez pas tomber pile poil sur la valeur de sigma carré. Vous tomberez un peu à côté, il y aura un écart. Tandis que si vous travaillez avec les variances corrigées, pour vos échantillons, eh bien effectivement, elles permettront d'approcher exactement le nombre sigma carré. On vient de calculer la moyenne et la variance pour chacun des 4 échantillons pris séparément. Alors si maintenant on mélange tous ces échantillons, on mélange tous les individus, donc ça nous donne un gros échantillon de taille n égale 12, et sur cette nouvelle famille de nombres, on peut avoir envie de calculer la moyenne et la variance. Donc on obtient ce qu'on appelle la moyenne générale, donc on va noter y bar. Là, il n'y a plus d'indice 1 ou 2 pour désigner tel ou tel échantillon, puisque justement on prend tous les échantillons. Donc voilà la moyenne générale, et puis aussi la variance générale. Alors faut pas dire encore plein de nouvelles formules. Non, non, c'est pas du tout des nouvelles formules. Dans tout ce cours, il n'y a que 2 formules. Une seule formule de moyenne, une seule formule de variance. Simplement, on les applique sur des familles de nombres qui ne sont pas tout le temps les mêmes.
Donc ici, justement, ces deux formules, on va les appliquer en remplaçant les AK par les observations Y, I, J. Donc pour tous les indices I et J, il y aurait moyen de renuméroter de façon à avoir un seul indice K, ça c'est un détail. L'effectif total, donc ça va être N. Vous obtenez comme ça la moyenne Y bar. Et lorsque vous l'injectez à la place de A bar dans cette formule, lorsque vous reportez les Y, I, J, là aussi dans cette formule de variance, ça vous donne exactement les formules annoncées dans le plan de cours. Simplement, comme on a deux indices, on a deux symboles sigma, deux symboles de sommation, alors que si on avait un seul indice K, il y aurait un seul symbole de sommation, mais l'idée de construction de la formule reste la même. Et vous avez dans votre polycope la correction pour appliquer ces formules et contrôler que vous obtenez bien le bon résultat. Voilà, donc c'est à cheval entre la page 17 et 18. Pour la moyenne générale Y bar, vous trouvez une valeur ici de 34,75. Et pour la moyenne, la variance, pour la variance générale, vous avez aussi la valeur ici. Donc vous pouvez faire tous les calculs et vous corriger. Tout à l'heure, on a calculé la moyenne de chaque échantillon séparément. Donc ça nous fait une nouvelle famille de nombres constituée par les moyennes d'échantillons, Y1 bar, Y2 bar, etc. Donc là, on a une famille de 4 nombres, mais dans le cas général, lorsque vous avez un nombre d'échantillons égal à grand I, donc ça vous fait une famille de nombres avec grand I terme. Et sur cette nouvelle famille de nombres, eh bien, de nouveau, on peut avoir envie de calculer la moyenne et la variance. Donc on a une famille de nombres constituée par les moyennes Y bar. Donc on peut avoir envie de calculer la moyenne des Y bar et aussi la variance des Y bar. Alors faut pas dire de nouveau plein de nouvelles formules, il n'y a que deux formules dans ce cours, une seule formule de moyenne, une seule formule de variance. Simplement, on fait intervenir des acteurs différents. Donc les acteurs, c'est les nombres AK, mais ils jouent tous la même pièce. Une seule formule de moyenne, une seule formule de variance. Et cette fois-ci, on va injecter dans cette formule les nombres YK bar, les moyennes d'échantillons, à la place de AK. Donc l'effectif total, c'est grand I. Et la moyenne, A bar, on retrouvera à ce niveau-là la moyenne générale Y bar. Donc dans le polycope, c'est expliqué pourquoi quand vous calculez d'une part la moyenne sur tous les individus, sur tous les 12 individus, ça vous donne la même valeur que si vous calculez la moyenne à partir des moyennes d'échantillons. C'est expliqué dans le polycope. Donc on a la chance ici de retomber sur la moyenne générale. Et donc quand vous injectez toutes ces valeurs dans la formule de variance qu'on avait donnée tout à l'heure en rappel, ça vous donne pour la variance des moyennes, voilà la formule qu'on obtient. D'accord? Donc tout est calculé dans le polycope, donc la moyenne des Y bar et la variance des Y bar. Alors pareil, si vous regardez la famille de nombres constituée par les variances d'échantillons qu'on avait calculé tout à l'heure, donc de nouveau une famille de I termes, pareil là-dessus on pourrait s'intéresser par exemple à la moyenne de cette famille, à la moyenne des variances. Donc là, on calcule une variance à partir des moyennes d'échantillons, et là, on calcule une moyenne à partir des variances d'échantillons. Donc attention, les mots ne sont pas commutatifs, la variance des moyennes et la moyenne des variances, c'est pas la même chose. Vous avez les calculs détaillés dans votre polycope de cours pour vous en rendre compte. Voilà, regardez pour la variance des moyennes. On trouve une valeur égale à 27,854, tandis que pour la moyenne des variances, là vous avez une valeur complètement différente. D'accord? Donc attention à l'ordre des mots, variance des moyennes, moyenne des variances, c'est pas la même chose. Bon, mais quand même, il y a une relation entre elles, c'est-à-dire que si vous les additionnez toutes les deux, vous allez retomber sur la variance générale qu'on avait tout à l'heure. Voilà, la somme des deux, ça vous donne la variance générale. Donc je vous rappelle comment était fabriquée cette variance générale. Donc elle enregistrait la dispersion des Y et J, leur dispersion autour de la moyenne générale Y bar. Alors cette dispersion des Y et J, elle enregistre toutes les influences qui s'exercent sur les individus de l'échantillon.
Donc vous voyez, donc si cette variance est élevée, s'il y a beaucoup de dispersion, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'influences qui se sont exercées, sur les individus et qui ont eu des répercussions au niveau du caractère Y. Alors bien sûr, après on se pose la question, quelle est la provenance de toutes ces influences? Comment est-ce qu'on peut les expliquer? Est-ce que c'est une influence du facteur X, la durée de stockage? Ou bien est-ce que c'est une influence d'autres facteurs qui n'ont pas été évoqués jusqu'à présent? On n'a pas trop détaillé dans l'énoncé, mais il y a d'autres facteurs qui pourraient influencer l'hydrophilie des éponges. Par exemple, je ne sais pas, la la température de stockage, l'origine géographique des éponges et puis bon, comme c'est des organismes végétaux, j'imagine qu'il y a plusieurs, variétés et sous-variétés, donc ça peut peut-être aussi influencer l'hydrophilie. Enfin, il y a plein d'autres facteurs qu'on pourrait imaginer et qu'on n'a pas détaillés ici. En L3, on fait seulement de l'analyse de variance à un seul facteur. Après, en master, vous ferez de l'analyse de variance en plusieurs facteurs. Voilà, donc ici, on a un seul facteur qui a été spécifié dans l'énoncé, mais n'empêche qu'il y a deux influences qui s'exercent sur le caractère Y. Donc d'accord, l'influence du facteur X, on va appeler ça l'influence factorielle, mais en plus, à côté, vous avez ce qu'on appellera l'influence résiduelle, hein. Donc résiduelle, elle porte bien son nom, c'est le reste, c'est-à-dire c'est une espèce de fourre-tout qui rassemble tous les autres facteurs qui peuvent aussi s'exercer sur Y et qui n'ont pas été précisés dans l'énoncé. Et donc on veut essayer d'estimer l'influence de la partie factorielle et de la partie résiduelle. Alors justement, dans l'analyse qu'on avait ici, hein, parce que le titre du chapitre, hein, c'est analyse de variance. Donc il s'agit de la variance générale, hein, elle permet d'observer d'un individu à l'autre, on voit beaucoup de variations au niveau du caractère Y, donc on veut analyser, expliquer toutes ces variations. Est-ce que ça s'explique par le facteur X ou bien est-ce que ça s'explique par les influences résiduelles? Voilà ce que ça veut dire analyser la variance. Donc le titre ANOVA, ça veut dire Analyse of Variance en anglais. Alors ce qu'on va expliquer maintenant, c'est que la variance des moyennes, en fait, elle va enregistrer, voilà, la variance des moyennes, elle va enregistrer l'influence du facteur X. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça sous cette expression, sous cette formule de variance des moyennes? Donc chaque échantillon Dans chaque échantillon, on a résumé l'information au niveau du caractère Y, on l'a résumé à l'aide d'un seul nombre, la moyenne de l'échantillon. Donc ce nombre Y bar, si on veut, on peut le voir comme un représentant du caractère Y, le représentant pour l'échantillon numéro I, c'est-à-dire l'échantillon qui correspond à la valeur xi pour pour le facteur X. Donc à la valeur xi du facteur X, si vous voulez, on associe la valeur yi bar pour le caractère Y. Donc si vraiment le facteur X a une forte influence, donc quand on change la valeur du facteur X, c'est-à-dire quand on change d'échantillon, ça devrait se voir au niveau de Y, il devrait y avoir des différences, c'est-à-dire que les nombres Y bar, ils devraient être très différents les uns des autres, ils devraient être très dispersés, c'est-à-dire que leur variance devrait être grande. Donc inversement, si la variance est petite, ça veut dire que les nombres Y bar, ils sont très regroupés, il n'y a pas beaucoup de dispersion, ils se ressemblent, donc ça veut dire que quand on change la valeur du facteur X, quand on change d'échantillon, ça n'a pas tellement de répercussions au niveau des moyennes d'échantillons, ça n'a pas tellement de répercussions au niveau du caractère Y, hein. Voilà, donc à retenir, la variance des moyennes d'échantillons, c'est elle qui va enregistrer l'influence du facteur X, l'influence factorielle. Et maintenant, on va expliquer pourquoi l'influence résiduelle, elle va être enregistrée au niveau de la moyenne des variances d'échantillons. Voilà, quand vous calculez la variance d'un échantillon à l'intérieur d'un échantillon donné, voilà, des individus à l'intérieur de cet échantillon, ils ont tous la même valeur du facteur X. Donc si vous voyez des différences au niveau de ces individus, c'est certainement pas dû au facteur X, c'est dû aux autres influences, les influences résiduelles. Donc si vous avez un échantillon avec une grande variance, eh bien, ça traduit une forte influence résiduelle. C'est elle qui explique la dispersion les différences entre les individus à l'intérieur de cet échantillon. Donc ici, on prend en compte tous les échantillons. Donc si cette moyenne des variances d'échantillons est grande, ça veut dire qu'il y a une forte influence résiduelle.
Si cette moyenne est petite, ça veut dire que l'influence résiduelle n'est pas très forte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque échantillon, il n'y a pas tellement de dispersion, tous les individus ont presque la même valeur du caractère Y. Dans une formule de variance, on a pu voir que la partie intéressante, c'est la somme des carrés, parce que ces termes permettent de mesurer une dispersion à l'intérieur d'une famille de nombres. Par contre, dans la formule de variance, le terme gênant, c'est l'entier qui vient diviser devant la somme, parce qu'on ne sait jamais si on doit prendre le nombre de termes dans la somme ou bien le nombre de termes moins 1. Quand on parle de variance, il y a toujours une ambiguïté. Est-ce qu'on parle de la variance naturelle ou de la variance corrigée? Ces ambiguïtés, ça crée toujours des difficultés. Alors pour contourner ce problème, on a mis au point la notion de variation. Donc variation, variance, hein, c'est presque le même mot. Donc la notion de variation est vraiment très voisine de la notion de variance. Par exemple, ici, vous avez la variation totale ou variation générale, qui est vraiment très proche de la variance générale. On a juste multiplié par n. Hein, c'est pour ça qu'il vous reste juste la somme des carrés. Donc les variations, elles sont toujours notées SC. Justement, SC, ça veut dire somme de carrés. Vous voyez la somme, vous voyez les carrés. Ces notions de variance ou variation, on a vu qu'elles permettent d'enregistrer les fluctuations observées à l'intérieur de l'échantillon au niveau du caractère Y. Hein. Quand on passe d'un individu à l'autre, on voit des différences de valeurs au niveau de Y et on se pose la question à quoi sont dues toutes ces différences, quelle est l'explication, d'où d'où proviennent ces différences, quelle est la source. Donc on a vu qu'une première source d'explication, ça pouvait être l'influence du facteur X, et on avait vu que ça s'exprimait à l'aide de la variance des moyennes d'échantillons. La variance des Y bar, on avait vu qu'elle reflétait l'influence factorielle. Alors une autre source d'explication pour comprendre la dispersion des valeurs de Y au sein de l'échantillon. Une autre explication, c'est l'influence résiduelle, et on avait vu juste à la page précédente qu'elle pouvait s'exprimer comme une moyenne des variances d'échantillons. Voilà. Et la somme de ces deux expressions vous donnait la variance générale. Voilà, donc ici, j'ai juste recopié la formule de la page précédente, il n'y a absolument rien de nouveau, j'ai seulement multiplié par n, puis comme n est égal à i fois j, il y a des simplifications qui conduisent à la dernière ligne ici. Donc le premier terme, on va l'appeler variation factorielle. Donc variation SC, somme de carrés, on voit bien la somme, on voit bien les carrés. Et puis factoriel, le F en indice, hein, pour traduire que cette partie-là, c'est elle qui permet de refléter l'influence du facteur X. Donc la variation factorielle. Et l'autre terme à côté, la variation résiduelle. Variation SC, somme de carrés, on voit bien les sommes, on voit bien les carrés. Et en indice R pour signifier qu'on enregistre à ce niveau-là l'influence résiduelle. Donc la variation totale, qui enregistrait toutes les influences s'exerçant sur notre échantillon. On l'a éclaté en deux morceaux, la variation factorielle et la variation résiduelle. La variation factorielle enregistre l'influence du facteur X et la variation résiduelle enregistre les autres facteurs qui ne sont pas détaillés dans notre étude. Donc la variation totale, elle se présente comme somme de la variation factorielle plus la variation résiduelle. Et c'est donc ça la formule fondamentale de l'analyse de la variance. Hein, la variation totale, l'ensemble de toutes les influences, on l'a analysée, c'est-à-dire on l'a expliquée, et on a séparé les deux influences susceptibles de s'exercer sur le caractère Y, d'une part l'influence factorielle et d'autre part l'influence résiduelle. Et toutes ces variations, vous pouvez les calculer concrètement. Vous connaissez déjà les variances d'échantillons, donc il y a juste à multiplier par J, puis faire la somme, ça vous donne la variation résiduelle. Et si vous préférez travailler avec les variances corrigées, parce que c'est celles qui sont données par Minitab, ben vous avez aussi une formule, ça se passe à peu près pareil, il faut juste multiplier par J-1. Alors pour calculer la variation factorielle, comme vous avez les moyennes d'échantillons, ça sera possible aussi de le faire. Simplement la formule qui est là, donc elle était bien pour comprendre pourquoi ce terme-là reflète l'influence du facteur X. Simplement, numériquement, elle est un petit peu lourde à mettre en œuvre quand vous voulez calculer numériquement la variation factorielle. Alors justement, dans le polycope,
En bas de la page 18, je vous ai donné une autre formule qui sera plus opérationnelle pour les calculs numériques. Elle vous demande moins d'étapes, c'est plus direct, hein. Vous avez déjà vos moyennes d'échantillons, donc il faut juste les élever au carré et puis faire la somme, multiplier par J, et puis après vous retranchez un terme qui est fabriqué avec la moyenne générale que vous avez déjà calculée. Voilà, donc il y aura moins de manipulations, moins d'étapes intermédiaires que si vous utilisiez la première définition. Alors, on a pu voir que les notions de variation générale et variance générale, elles étaient très voisines. Eh bien, pour la variation factorielle et la variation résiduelle, elles aussi, elles seront accompagnées d'une notion voisine, la variance factorielle et la variance résiduelle. Et à chaque fois, la variance s'obtient à partir de la variation en divisant par un entier. Précédemment, la variance générale, elle s'obtenait à partir de la variation générale, variation totale, en divisant par n. Alors pour la variance factorielle, partant de la variation factorielle, on va diviser par i-1, donc il s'interprète comme un degré de liberté pour la partie factorielle, et on peut expliquer en quoi ça exprime une liberté de choix. Ça, vous le voyez au niveau du tableau que vous aviez dans votre polycope au début du chapitre 2. Donc dans ce tableau, à la base, vous aviez un tableau vide avec 4 colonnes et il fallait y installer vos 4 échantillons. Donc j'aurais très bien pu, mettons l'échantillon des éponges stocké 3 mois, j'aurais très bien pu décréter de l'installer dans la colonne numéro 3. Et puis l'échantillon des éponges stockées 24 mois, ben, j'aurais très bien pu l'installer dans la deuxième colonne. Ça n'aurait strictement rien changé au niveau de notre étude. Donc vous voyez que face à votre tableau vide, là, avec ces 4 colonnes vides, vous avez du choix, vous avez de la liberté pour installer vos 4 échantillons. Voilà, le premier échantillon, mettons l'échantillon des éponges stockées 3 mois. Voilà, il a le choix entre 4 colonnes vides. Ensuite, l'échantillon des éponges stockées 6 mois, il a encore du choix. Bon, bien sûr, il y a une colonne de moins qui est occupée maintenant par l'échantillon des éponges stockées 3 mois, mais il y a encore du choix. L'échantillon des éponges stockées 12 mois, il a encore le choix entre 2 colonnes vides. Et ensuite, quand vous devez placer le dernier échantillon, l'échantillon des éponges stockées 24 mois, ben lui, il n'a pas de choix, il lui reste juste une colonne encore vide. Donc sur les 4 échantillons, il y en a 3 qui ont eu du choix pour se placer dans le tableau. Et si maintenant vous généralisez avec un tableau vide avec i colonnes à garnir avec i échantillons, avec un nombre i quelconque, et bien sur ces i échantillons, il y en aura i-1, il y en aura i-1 qui auront du choix. Voilà. Hein, donc pour placer vos échantillons, je vous rappelle qu'il y avait un échantillon pour chaque valeur du facteur x, eh bien vous avez de la liberté, du choix pour i-1 échantillon. Voilà, donc ça explique pourquoi ce nombre i-1, dans la formule de variance factorielle, pourquoi on parle de degré de liberté. Alors pareil, la variance résiduelle, vous l'obtenez à partir de la variation résiduelle, cette fois-ci en divisant par l'entier n-i. Et lui aussi, cet entier n-i, on peut l'interpréter comme un degré de liberté pour la partie résiduelle. Alors je vous rappelle que l'influence résiduelle, elle s'exprimait à l'intérieur des échantillons. Hein, si on avait une grosse variance à l'intérieur d'un échantillon, ça voulait dire que l'influence résiduelle était forte. Donc là justement, à l'intérieur du premier échantillon, j'ai dû enregistrer les valeurs 43, 40, 41. Maintenant, si je les avais écrites dans un autre ordre, d'abord 41, puis 43, et ensuite, voilà, j'aurais pu les permuter, ça n'aurait strictement rien changé. Hein, donc face à une colonne de taille J, dans laquelle je dois installer un échantillon de taille J, eh bien les J valeurs enregistrées dans cet échantillon, j'ai du choix, je peux les permuter. Donc sur ces J nombres à caser dans une colonne avec J places, ben, le premier nombre il aura du choix, le deuxième nombre il aura du choix, les J-1 premiers nombres, ils auront du choix pour se placer. Par contre, le jème nombre, lui, il n'aura pas de choix, il devra prendre la dernière place qui reste vide. Voilà. Donc pour placer mes mesures expérimentales à l'intérieur de la première colonne, il y a J-1
valeurs qui ont de la liberté, qui ont du choix pour se placer. Et vous répétez ça dans les i colonnes. Donc finalement, parmi vos mesures expérimentales, lesquelles ont eu du choix, lesquelles ont eu de la liberté pour se placer dans le tableau, eh bien j-1 fois i, et quand vous développez, j fois i, ça fait n, et il vous reste n moins i. Voilà, donc ça explique pourquoi, pour la partie résiduelle, vous avez un degré de liberté égal à n moins i. Voilà, et puis maintenant, toutes ces variations, toutes ces variances, vous pouvez les calculer dans le cas des éponges, hein. Vous connaissez les variances d'échantillons, les moyennes d'échantillons. Avec toutes ces formules, là, vous pouvez les mettre en œuvre. Et dans votre polycope, en bas de la page 19, vous avez un tableau récapitulatif. Donc, vous avez une ligne ici pour l'influence factorielle, une deuxième ligne pour l'influence résiduelle. Dans la première colonne SC, c'est là que vous portez vos variations. Donc là, mettons le 334, je sais pas quoi, c'est la variation factorielle, hein. SC, somme des carrés, c'est les variations. La variation résiduelle, elle sera égale à 60. Bon, sur la dernière ligne, la somme des deux, ça vous fait la variation totale. DDL, ça veut dire degré de liberté. Pour la partie factorielle, on vient de voir que le degré de liberté, c'est I-1. Donc ici, dans l'exemple des éponges, avec I égale 4, effectivement, ça vous donne un degré de liberté égal à 3. Le degré de liberté pour la partie résiduelle, on a vu que c'était n-i, donc n c'est 12 dans l'exemple des éponges, moins i, 4, ça vous fait bien 8. Et puis les variances, ici, hein, les variances, vous les obtenez en divisant la variation par le degré de liberté. Donc pour la variance factorielle, sur la ligne factorielle, vous prenez la variation, vous la divisez par 3 et vous mettez le résultat ici. Donc le 111, je sais pas quoi, c'est la variance factorielle. Pareil sur la ligne résiduelle, vous prenez la variation résiduelle, 60, vous la divisez par le degré de liberté correspondant et vous mettez la variance correspondante, elle apparaît ici, ça sera la valeur 7,5. Donc vous avez vraiment tout dans votre polycope pour contrôler vos calculs et vous assurer que vous avez bien appliqué les formules. Maintenant, on a tout bien mis en place pour pouvoir faire fonctionner le test ANOVA qui va enfin nous dire s'il y a une différence entre nos 4 populations d'éponges. Est-ce que le facteur durée de stockage a une influence sur l'hydrophilie? Alors comme toujours, quand on rédige un test, la première chose à mettre au point, c'est la rédaction de l'hypothèse H0. Ici, l'hypothèse H0, elle fait intervenir les moyennes théoriques des diverses populations impliquées. Donc on va noter mu indice I, la moyenne de la population numéro I, la moyenne théorique, hein. Donc c'est un nombre inconnu, on n'a pas accès à sa valeur. Ne confondez pas avec la moyenne de l'échantillon numéro I. Donc on expose le test ANOVA pour un nombre de population grand I quelconque. Dans l'exemple des éponges, il faudrait particulariser avec grand I égale 4, mais on donne l'énoncé de ce test en toute généralité. Donc l'hypothèse H0 va stipuler que les moyennes théoriques des différentes populations ne sont pas significativement différentes. Ce qu'on écrira mu1 égale mu2 égale mu3 égale mu-i. Bien sûr, si on accepte H0, ça ne veut pas dire que ces nombres sont exactement égaux. Bien sûr qu'il y a des petites différences entre eux, mais ces différences seront jugées négligeables, du moins pour le seuil qu'on se sera fixé, hein. Voilà, donc si on arrive à valider l'hypothèse H0, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de différence entre les populations, c'est-à-dire que le facteur X n'a pas d'influence notable, donc on pourra le traduire au niveau des variations factorielles et des variances factorielles, elles auront des valeurs faibles. Alors après avoir formulé l'hypothèse H0, il faut ensuite se fixer un seuil, alpha, et puis décrire la statistique du test. Dans le test ANOVA, la statistique est notée grand F, c'est une variable aléatoire qui ne prend que des valeurs positives, et sur une expérience donnée, un ensemble de I échantillons, la valeur observée pour cette statistique grand F, valeur observée que je note petit f, s'obtiendra en faisant le quotient entre la variance factorielle au numérateur et la variance résiduelle au dénominateur.
Donc si le facteur n'a pas d'influence notable, c'est-à-dire si la variation factorielle, la variance factorielle sont petites, f, elle aussi prendra des petites valeurs. Donc déjà, on sait que les petites valeurs du côté de 0, ça sera la zone d'acceptation, ce sera les bonnes valeurs compatibles avec l'hypothèse A0. Par contre, si f prend de grandes valeurs, donc là, ça veut dire que la variance factorielle est importante, c'est-à-dire que l'influence du facteur est non négligeable. Alors on a diverses expressions pour cette valeur observée, petit f. Donc là, vous avez l'expression sous forme de quotient de variance, et puis on peut injecter au numérateur, au dénominateur, la définition de variance à partir des variations factorielles divisées par le degré de liberté correspondant au cas factoriel ou au cas résiduel. Donc là, on comprend que le degré de liberté I-1, parfois on l'appelle degré de liberté du numérateur, degré de liberté au numérateur, parce qu'effectivement, il est relatif à l'influence factorielle qui est notée au numérateur. Et puis n-i, on l'appelle aussi degré de liberté au dénominateur, parce que l'influence résiduelle a été notée au dénominateur. Alors pour pouvoir déterminer la valeur critique, ou calculer une p-valeur, on a besoin d'avoir des renseignements sur la loi suivie par f. Alors elle suit une loi de Fisher, c'est une loi qui dépend de paramètres, un peu comme la loi du qui2 que vous avez rencontrée l'an dernier en deuxième année. La loi du qui2, elle dépendait d'un seul paramètre. Ici, la loi de Fisher, elle va dépendre de deux paramètres. Et on retrouve les degrés de liberté qu'on a déjà rencontrés précédemment, I-1 et N-I. Donc attention à l'ordre, il ne faudra pas les permuter. Donc ici, dans l'exemple des éponges, comme on a I égale 4, le degré de liberté au numérateur, I-1, ça sera 3. Et puis, toujours dans l'exemple des éponges, n-i avec n égale 12 et i égale 4, le degré de liberté au dénominateur, ça sera 8. Donc on aura une loi de Fisher de paramètres 3 et 8. Attention à l'ordre des paramètres. Donc on a déjà expliqué que les valeurs compatibles avec l'hypothèse A0, ça sera les petites valeurs de f. Et on peut tout de suite commencer le dessin de notre schéma de discussion. Ici en abscisse, vous avez toutes les valeurs possibles pour la statistique grand F. Elle ne prend que des valeurs positives, c'est un quotient de valeurs positives. Les variances, les variations, c'est toujours positif. Voilà, donc l'ensemble de toutes les valeurs possibles, c'est tout l'intervalle de 0 à plus l'infini. La zone d'acceptation, les bonnes valeurs compatibles avec l'hypothèse H0, c'est les petites valeurs de f, là du côté de 0, et les grandes valeurs du côté de plus l'infini, ça correspondra à la zone de rejet, c'est la situation où le facteur x a une influence non négligeable. Et puis donc pour séparer cette zone d'acceptation, cette zone de rejet, il faut identifier la valeur critique ici, la valeur critique C. Voilà, donc elle est définie toujours de la même façon, il faut surveiller la zone de rejet, il faut que la probabilité de cette zone de rejet ne devienne pas trop importante, que cette probabilité ne dépasse pas le seuil alpha qu'on s'est donné. Donc cette valeur critique, cette frontière, elle sera déterminée de telle sorte que la probabilité de f supérieure à c soit exactement égale au seuil alpha choisi. Donc vous avez dans votre polycope des tables qui vous donnent directement les valeurs critiques. Je vous ai mis plusieurs tables dans votre polycope, plusieurs tables de Fisher. Par exemple, vous avez la table numéro 6. Donc là, c'est pour des lois de Fisher au seuil 5%. Voilà, donc il faut injecter les paramètres, degré de liberté au numérateur, degré de liberté au dénominateur, il faut les placer sur la première ligne et la première colonne, et ensuite à l'intersection, vous voyez apparaître votre valeur critique. Voilà, donc vous avez une autre table de Fisher aussi pour un seuil 2,5%, la table 5, là ici. Voilà, donc il fonctionne pareil, c'est un tableau à double entrée, et les deux entrées, c'est toujours les deux paramètres. Voilà, donc alors une table de Fisher au seuil 5%, je vous en ai donné une deuxième, elle n'est pas redondante. C'est voilà, une autre table de Fisher au seuil 5%. Je vous laisse ensuite comparer ces tables, vous verrez que les paramètres ne sont pas les mêmes, donc les deux tables se complètent. Et vous avez aussi une table de Fisher
au seuil 10%. Voilà. D'accord? Et puis si on voulait vous faire déterminer des valeurs critiques pour d'autres seuils plus élaborés, plus spéciaux, ben, il faudrait qu'on vous apporte des probas cumulés. Voilà, vous verrez en TD comment d'autres techniques pour obtenir des valeurs critiques pour une loi de Fischer. Alors donc concrètement, bon, on va faire une recherche de valeurs critiques pour le seuil 5%. Donc cette table-là, elle vous donne des valeurs critiques avec 2 décimales, tandis que la table précédente, c'est un peu plus précis. Vous avez des valeurs critiques avec 3 décimales, donc on va prendre, mettons, cette table ici, hein. Voilà, donc supposons qu'on traite l'exemple des éponges avec le seuil 5%. Donc on a vu que le degré de liberté au numérateur, I-1, c'est 3. Voilà, donc degré de liberté au numérateur, hein, vous le voyez ici, il faut le sélectionner sur la première ligne. Voilà le 3, donc ça vous sélectionne une colonne. Alors le degré de liberté du dénominateur, on a vu que c'était égal à 8. Dans le cas des éponges, voilà la ligne que ça vous sélectionne. Et puis donc à l'intersection, vous allez ainsi obtenir votre valeur critique, hein. Voilà comment on lit une table de Fischer. Ça complète totalement notre schéma de discussion. Voilà, une valeur critique 4,066 quand on travaille au seuil 5%. Voilà, alors vous voyez aussi sur ce dessin la courbe représentative de la fonction densité. Pour la loi de Fischer, hein, vous voyez une fonction densité avec une bosse, vous avez une densité un peu de la même allure pour la loi d'Uki 2. Donc simplement, pour certains degrés de liberté très petits, 1 ou 2, alors là vous n'avez pas la structure avec la bosse, vous avez une fonction densité qui est décroissante. Mais la plupart du temps, mis à part ces degrés de liberté, les premiers degrés de liberté très petits, en général, la fonction densité, elle a une allure de ce style, hein. Voilà, donc là vous avez votre schéma de discussion intégralement connu maintenant. Et puis donc une fois qu'il est déterminé, il est fixé une fois pour toutes, tant que vous ne changez pas votre seuil, il est valable pour toutes les expériences où vous avez 4 échantillons de taille 3. Alors dans le cas particulier de notre échantillon, maintenant, il faut voir quelle est la valeur observée pour la statistique grand F, hein. Donc on a vu que ça s'obtient en faisant le quotient des deux variances, factorielles et résiduelles. Donc vous avez déjà calculé précédemment, hein, vous avez pu les reporter dans ce tableau. Ça, c'est un tableau qui était à la page 19 dans votre polycope. Voilà, donc on avait obtenu ici S carré, hein, c'est la colonne des variances, SC, c'est la colonne des variations. Les degrés de liberté ici, donc degré de liberté au numérateur et degré de liberté au dénominateur, hein, le 3 et le 8, on les reconnaît. Et donc ici, S carré, la variance factorielle sur la première ligne, variance résiduelle sur la deuxième ligne. Donc il suffit de faire le quotient de ces deux variances, 111 divisé par 7,5, pour obtenir le petit f, la valeur observée de la statistique grand F, une valeur égale à 14. 14,85, bon j'arrondis, et vous reportez cette valeur sur le schéma de discussion qu'on vient d'établir précédemment. Voilà, vous avez votre valeur critique égale à 4, de l'ordre de 4, votre valeur observée de l'ordre de 14, donc elle est franchement en zone de rejet. Voilà, donc vous pouvez savoir maintenant qu'il y a effectivement une influence importante du facteur X. Et donc les 4 populations, vous ne pouvez pas considérer qu'elles sont toutes les 4 identiques. Alors attention, le contraire de la phrase 4 populations identiques, ça ne veut pas dire 4 populations différentes, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes différentes, hein. Il suffit qu'il y en ait une seule qui sorte du lot, et vous pourriez avoir, mettons, 3 populations identiques et une population différente. C'est une configuration qui correspond tout à fait à une situation de rejet, hein. Je vous rappelle l'hypothèse H0, c'était l'égalité des 4 nombres mu1, mu2, mu3 et mu4. Donc maintenant qu'on a rejeté H0, ça ne veut pas dire que ces 4 nombres sont différents. Ça veut dire qu'il y en a au moins un qui se distingue des autres, mais on pourrait quand même en avoir quelques-uns qui soient égaux entre eux. Donc ça, le test ANOVA, il n'est pas en mesure de rentrer dans tous ces détails. Donc justement, au prochain cours, on va avoir un nouveau test, le test de Tukey, pour compléter le test ANOVA lorsque vous
vous avez rejeté H0 dans le test ANOVA. Donc le test de Tukey va faire des comparaisons 2 à 2 pour voir d'un peu plus près comment ça se passe, quelles sont les populations qui malgré tout se ressemblent, quelles sont les populations qui sortent du lot. Ça, le test de Tukey sera en mesure de le détecter, hein. Alors, vous verrez en TD calculer des p-valeurs. Bien sûr, vous fournissez une table de probabilité cumulée, vous pourriez par vous-même calculer ces p-valeurs. Et ensuite, vous savez comment procéder avec une p-valeur. On la compare au seuil, et si elle est plus grande que le seuil, on accepte H0. Voilà, donc là, avec une valeur observée petit f égale à 14, très très loin du côté de plus l'infini, elle est quelque part par là. Donc la p-valeur, ça serait toute la surface ici hachurée en rouge, entre la courbe et l'axe des abscisses, la surface après l'abscisse f. Donc comme f il est très loin, ici vous avez une valeur de l'ordre de 4, donc le 14 est vraiment très très loin, donc vous voyez que cette surface hachurée en rouge, elle est vraiment très petite, donc on aura une p-valeur vraiment très petite, franchement en dessous de alpha, donc on sait qu'on doit rejeter h0.